Je m'appelle Karl et j'ai 32 ans. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille a fonctionné selon une règle simple, Amanda obtient ce qu'Amanda veut, et tout le monde se débrouille pour que cela se produise. Ayant grandi dans la banlieue de l'Ohio, j'ai vu ma sœur cadette maîtriser l'art de la manipulation avant même de savoir lasser ses propres chaussures. Pendant que je passais mon adolescence à travailler à temps partiel et à économiser chaque centime pour l'université, Amanda perfectionnait son numéro de petite fille sans défense qui ne manquait jamais d'ouvrir le portefeuille de papa ou de faire fondre la résolution de maman. Notre père est décédé il y a 5 ans d'une crise cardiaque soudaine, laissant derrière lui la modeste maison de plain pied à 3 chambres où nous avions grandi. Dans son testament, il a partagé la propriété à parts égales entre Amanda et moi, pensant probablement que nous la vendrions et partagerions le produit comme des adultes raisonnables. Amanda a emménagé immédiatement après les funérailles, prétendant qu'elle avait besoin d'un endroit pour guérir et surmonter son deuil. C'était il y a 5 ans, et elle y vit sans payer de loyer depuis, me traitant comme un partenaire silencieux qui devrait contribuer financièrement mais n'avoir jamais son mot à dire dans les décisions. La maison elle-même n'a rien de spécial. Construite en 1978, environ 167 mètres carrés sur un terrain d'un quart d'acre, papa l'avait maintenue en bon état, mais elle montrait clairement son âge. Les armoires de cuisine étaient en chêne d'origine, démodées depuis des décennies. La salle de bain principale avait toujours les mêmes installations vers avocat de l'administration Carter, et le sous-sol était une cave en béton non aménagée, remplie de boîtes de rangement et de décorations de Noël. Mais Amanda avait de grandes visions. Elle avait passé l'année précédente à publier des tableaux Pinterest remplis de comptoirs en marbre, d'éviers de ferme et de salles de bain aux allures de spa. Elle se promenait dans les magasins de bricolage comme d'autres parcourent les galeries d'art, prenant des photos de présentoirs de carrelage et de luminaires qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'avais supposé que ce n'était que des vœux pieux, le genre de planification fantaisiste qui aide les gens à traverser le quotidien banal. J'aurais dû mieux savoir. Amanda est chroniquement sans emploi depuis près de 3 ans, enchaînant les emplois comme des allergies saisonnières. Elle a duré 6 mois comme réceptionniste dans un cabinet dentaire avant de décider que l'environnement était trop toxique. Elle s'est essayée à l'immobilier pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle réalise que cela nécessitait un vrai travail et de faire face au rejet. Son poste le plus récent était dans une boutique de vêtements, qu'elle a quitté il y a seulement 2 mois parce que sa directrice était, jalouse de son talent naturel pour la vente. Pendant ce temps, je travaillais de 60 à 70 heures par semaine comme ingénieur en mécanique dans une usine de fabrication à 2 heures de route, à Cleveland. Je vis dans un modeste appartement d'une chambre, je conduis une Honda Civic fiable mais sans histoire, et je passe la plupart de mon temps libre soit à rattraper mon travail, soit à rendre visite à maman pour m'assurer qu'elle prend soin d'elle. J'avais réussi à économiser un fonds d'urgence décent et j'envisageais même d'acheter ma propre maison un jour, peut-être quelque chose avec un petit jardin où je pourrais enfin avoir le chien que j'ai toujours voulu. Le devis de l'entrepreneur qu'Amanda avait transféré provenait de Premier Home Solutions, une entreprise spécialisée dans les rénovations haut de gamme pour les familles riches de banlieue. Le devis était divisé en 3 catégories principales, une refonte complète de la cuisine pour $38 000, incluant des armoires sur mesure, des comptoirs en granit et des appareils électroménagers de qualité professionnelle, une transformation de la salle de bain principale pour $22 000, avec des planchers chauffants, une douche à effet pluie et une baignoire à jet, et une rénovation du sous-sol aménagé pour $34 000, avec un bar, une installation de cinéma maison et une chambre d'amis. Chaque amélioration ne profiterait qu'à Amanda. La cuisine deviendrait son terrain de jeu culinaire personnel, bien qu'elle survive actuellement de plats à emporter et de repas au micro-ondes. La salle de bain principale se transformerait en sa retraite spa privée, remplaçant la douche et la baignoire parfaitement fonctionnelles qui avaient servi notre famille pendant des décennies. Et la rénovation du sous-sol créerait un espace de vie supplémentaire qu'elle pourrait utiliser à sa guise pendant que je continuerais à payer le loyer de mon minuscule appartement à Cleveland. Mais le vrai coup de massue est arrivé lorsque j'ai parcouru plus attentivement les documents joints. Au bas du devis, en petits caractères, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Le contrat avait déjà été signé, non pas par les 2 propriétaires comme l'exigerait la loi pour une rénovation d'une telle ampleur, mais par Amanda seule. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, il y avait une 2e signature sur le document qui ressemblait étrangement à ma propre écriture. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte de messagerie, cherchant dans des mois de messages toute communication de Premier Home Solutions. Rien. J'ai vérifié ma pile de courrier ordinaire, cherchant des documents ou des contrats qui auraient pu être envoyés à mon appartement. Rien non plus. Mais en fixant cette signature, une terrible prise de conscience a commencé à se former.
Amanda récupérait mon courrier à la maison familiale depuis des années, prétendant qu'elle aidait en l'apportant aux réunions de famille ou en le déposant à mon appartement. Combien de documents importants avait-elle interceptés au fil des ans? Combien d'occasions avait-elle eu de s'entraîner à copier ma signature? Le téléphone a sonné, interrompant ma panique grandissante. Le numéro de maman est apparu à l'écran, et j'ai su qu'Amanda avait déjà commencé à opérer sa magie manipulatrice. Karl, mon chéri, je viens de raccrocher avec ta sœur, a commencé maman, sa voix portant ce ton particulier de déception qu'elle avait perfectionné pendant mon enfance. Elle m'a parlé des plans de rénovation et je pense que c'est merveilleux qu'elle prenne enfin l'initiative d'améliorer la maison. Maman, elle veut que je paie 47 000 $ pour des rénovations dans sa maison, ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale et raisonnable. Je n'ai pas été consulté sur cette décision, je n'habite pas là, et je ne peux pas me permettre une telle dépense. Allons, Karl, cette maison vous appartient à tous les deux, et Amanda s'en occupe si bien depuis toutes ces années. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu contribues de manière significative à la famille? Ton père aurait voulu que vous travailliez ensemble sur quelque chose comme ça. Le chantage affectif était prévisible, mais non moins efficace. Maman avait toujours excusé le comportement d'Amanda en le qualifiant d'exubérance juvénile ou de pensée créative, tout en me tenant à une norme beaucoup plus élevée de responsabilité et de maturité. Si Amanda ne payait pas une facture, c'était parce qu'elle traversait une période difficile. Si je remettais en question ses décisions, c'était parce que j'étais égoïste et peu solidaire. Je contribue amplement à cette famille, maman. Je descends te voir toutes les 2 semaines. J'ai aidé à payer les réparations de la voiture d'Amanda l'année dernière, et je n'ai jamais demandé de loyer ou de charge pour la maison dont je suis techniquement copropriétaire. Mais c'est différent, mon chéri. Il s'agit d'investir dans la propriété familiale, d'en faire un lieu où les générations futures pourront créer des souvenirs. Amanda a de si belles idées pour rendre la maison spéciale à nouveau. J'ai mis fin à l'appel, me sentant frustré et émotionnellement vidé, ce qui était l'effet escompté. Amanda avait déjà empoisonné le puits, présentant mes objections raisonnables comme de l'avarice égoïste tout en se positionnant comme le membre visionnaire de la famille agissant dans le meilleur intérêt d'Amanda. Mon refus ferme de payer pour la rénovation fantaisiste d'Amanda a déclenché une réponse qui aurait impressionné des stratèges de guerre professionnels. Moins de 24 heures après mon texto de refus, elle avait lancé une campagne complète conçue pour m'isoler de toute notre famille élargie et me dépeindre comme le méchant de sa tragique histoire d'abandon fraternel. Cela a commencé par les appels téléphoniques. Maman a appelé 3 fois le mardi, chaque conversation plus émotionnellement manipulatrice que la précédente. Le premier appel était empreint de déception. Je pensais vraiment que tu changerais d'avis une fois que tu aurais eu le temps d'y réfléchir, Karl. Le deuxième était culpabilisant. Ta sœur est si blessée que tu ne la soutiennes pas alors qu'elle essaie enfin de faire quelque chose d'elle-même. Le troisième était du pur chantage affectif. Il ne me reste plus beaucoup d'années, et j'espérais voir mes enfants travailler ensemble au lieu de se disputer pour de l'argent. Mais Amanda ne faisait que commencer. Elle a appelé notre tante Suzanne dans le Michigan, sanglotant sur la façon dont son frère égoïste détruisait la famille en refusant d'honorer la mémoire de leur père par des améliorations domiciliaires. Elle a contacté notre cousin Marc à Phoenix, expliquant en larmes comment j'abandonnais la famille dans le besoin et forçais leur mère âgée à choisir son camp. Elle a même contacté mes amis du lycée sur Facebook, partageant des versions soigneusement éditées de notre échange de textos qui me faisaient passer pour un avare sans cœur refusant d'aider sa sœur en difficulté. La campagne sur les réseaux sociaux a été particulièrement vicieuse. Amanda a publié une série de stories Instagram qui racontait sa version des événements avec l'habileté d'une publiciste chevronnée. Le premier post montrait une photo de notre père dans le salon de la maison, avec la légende « Papa a toujours cru en l'investissement dans la famille et en la création d'un héritage pour les générations futures ». Le deuxième présentait une capture d'écran de tableau Pinterest rempli d'inspiration pour la rénovation de la maison, avec le texte superposé « Parfois, vos rêves doivent attendre car tout le monde ne croit pas en votre vision ». Le troisième était un selfie en larmes accompagné d'un paragraphe sur le fait d'apprendre qui est votre vraie famille lorsque vous avez le plus besoin de soutien. Chaque post a reçu des dizaines de commentaires sympathiques d'amis et de membres de la famille élargie qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Reste forte, Amanda. La famille devrait toujours passer en premier. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce qui compte vraiment dans la vie. La section des commentaires est devenue un lynchage numérique, avec des gens que je connaissais depuis des années remettant soudainement en question mon caractère sur la base du récit soigneusement élaboré d'Amanda.
Mais c'est avec la note vocale d'ultimatum pour Noël qu'Amanda a finalement révélé sa vraie nature. J'ai écouté l'enregistrement de 3 minutes dans ma voiture pendant ma pause déjeuner, regardant mes mains trembler alors que sa voix passait de celle d'une sœur déçue à celle d'une furie hurlante. Tu sais quoi, Karl? Très bien. Très bien. Si tu comptes être aussi égoïste et horrible, alors n'attends pas d'invitation pour Noël cette année. J'accueille toute la famille et je ne laisserai pas ton attitude négative gâcher les vacances de tout le monde. Peut-être que passer Noël seul t'aidera à te souvenir de ce qui compte vraiment dans la vie, la famille. Mais apparemment, l'argent est plus important pour toi que les gens qui t'aiment. La note vocale continuait avec des accusations de plus en plus délirantes. J'étais apparemment jaloux de son succès et de son bonheur, amer de sa relation étroite avec maman, et menacé par son indépendance et sa créativité. Elle m'a accusé de lui avoir volé des opportunités tout au long de notre enfance, d'avoir manipulé papa contre elle avant sa mort, et d'essayer de contrôler les finances de la famille comme une sorte de dictateur. En écoutant cette agression verbale, quelque chose s'est mis en place. Il ne s'agissait pas vraiment d'argent ou de rénovation domiciliaire. Il s'agissait de contrôle, de manipulation et du besoin désespéré d'Amanda de maintenir sa position de victime perpétuelle de la famille qui méritait un soutien et un accommodement constant. Le projet de rénovation n'était que le dernier stratagème dans un schéma de toute une vie de sentiments de droit et de manipulation émotionnelle. J'ai décidé de faire ma propre enquête. Ce soir-là, je me suis rendu au palais de justice du comté et j'ai demandé des copies de tous les registres publics liés à notre propriété familiale. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Au cours des 3 dernières années, Amanda avait contracté 4 prêts distincts en utilisant la maison comme garantie. Le premier était un prêt personnel de 15 000 $ d'une coopérative de crédit, soi-disant pour des réparations d'urgence à la maison. Le deuxième était une ligne de crédit de 20 000 $ d'une banque nationale, répertoriée comme « améliorations immobilières ». Le troisième était une avance de fonds de 12 000 $ d'une société de prêt sur salaire avec des taux d'intérêt qui frôlaient l'usure. Le quatrième était un refinancement de 30 000 $ par l'intermédiaire d'un courtier en hypothèque, ostensiblement pour consolider la dette et améliorer les flux de trésorerie. Aucun de ces prêts n'avait nécessité ma signature en tant que copropriétaire car Amanda s'était déclarée seule occupante et principale responsable de la propriété. Elle avait techniquement commis une fraude, mais le prouver nécessiterait une action en justice coûteuse qui pourrait même ne pas aboutir. La dette totale garantie par notre maison familiale s'élevait maintenant à 77 000 $, sans compter le solde de l'hypothèque initiale que papa avait presque remboursé avant sa mort. Amanda avait essentiellement volé le capital qui représentait mon héritage, l'utilisant pour financer 3 ans de chômage et de choix de vie luxueux. Mais il y avait plus. J'ai passé la soirée suivante à éplucher les publications sur les réseaux sociaux, à la recherche d'indices sur la façon dont Amanda avait dépensé cet argent emprunté. Son compte Instagram racontait l'histoire de quelqu'un vivant bien au-dessus de ses moyens raisonnables pour une personne sans emploi. Des photos de dîner dans des restaurants chers 2 ou 3 fois par semaine. Des bulletins de shopping dans des magasins de vêtements haut de gamme et des boutiques de cosmétiques. Des week-ends à Nashville, Chicago et Miami avec des groupes d'amis qui avaient clairement plus d'argent que de bon sens. Le mois dernier, elle avait publié des photos d'un week-end spa dans la Napa Valley qui devait coûter 3 000 $, suivi immédiatement d'une virée shopping à San Francisco qui comprenait des sacs à main valant plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle vivait comme une héritière tout en drainant systématiquement le capital de la maison de notre père et en se positionnant comme la victime en difficulté qui avait besoin du soutien familial. La désinvitation de Noël aurait dû me faire plus mal qu'elle ne l'a fait. Au lieu de cela, je me suis senti soulagé. Je n'aurais pas à passer les vacances à marcher sur des œufs, à regarder Amanda jouer son numéro de petite fille sans défense pendant que nos proches la louaient pour avoir si bien pris soin de la maison familiale. Je n'aurais pas à me mordre la langue pendant qu'elle acceptait la sympathie et le soutien financier de personnes qui n'avaient aucune idée qu'elle menait une vie complètement frauduleuse. J'ai aussi réalisé qu'Amanda avait commis une erreur tactique. En m'excluant de Noël, elle m'avait donné l'occasion parfaite de documenter les mensonges qu'elle raconterait à la famille sur mon absence. Les gens voudraient savoir pourquoi je n'étais pas là, et Amanda devrait soit admettre qu'elle m'avait désinvité pour une question d'argent, soit créer une fiction élaborée que je pourrais plus tard réfuter. Le 20 décembre, 4 jours seulement avant Noël, Amanda a publié l'annonce officielle, la célébration de Noël de cette année sera très spéciale, j'accueille toute la famille chez moi pour la première fois depuis le décès de papa. J'ai hâte de partager l'amour, les rires et la gratitude avec les personnes qui comptent vraiment. Certaines personnes choisissent l'argent plutôt que la famille, mais nous choisissons les uns les autres, à chaque fois.
Le post incluait des photos de décoration de Noël coûteuses dans toute la maison, des arrangements de Noël d'aspect professionnel et ce qui semblait être des préparations de repas de traiteur. Tout dans ces photos représentait de l'argent qu'Amanda n'avait pas, emprunté contre une propriété qui était à moitié la mienne, dépensé pour maintenir une illusion de succès et de stabilité qui était complètement fausse. J'ai fait une capture d'écran de chaque post, sauvegardé chaque commentaire et commencé à documenter une chronologie de la tromperie financière d'Amanda. Si elle voulait jouer à des jeux avec les relations familiales et la réputation publique, j'allais m'assurer d'avoir tous les faits prêts lorsque la vérité éclaterait inévitablement. Mes soupçons grandissants concernant les manigances financières d'Amanda m'ont conduit à engager Jason Torres, un détective privé spécialisé dans les cas de fraude et la recherche d'actifs. Jason m'avait été chaudement recommandé par un collègue dont l'ex-femme avait caché des actifs lors de leur divorce, et ses tarifs étaient raisonnables pour ce qui s'annonçait être une enquête simple. J'ai besoin de savoir exactement comment ma sœur a utilisé notre propriété commune comme garantie et si elle s'est livrée à une activité frauduleuse, ai-je expliqué lors de notre première rencontre dans un café près de mon bureau. Jason était un ancien inspecteur de police d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et avec le genre de comportement calme et méthodique qui inspire confiance. La fraude immobilière entre membres d'une même famille est malheureusement plus courante qu'on ne le pense, m'a-t-il dit en sortant une tablette pour prendre des notes. Souvent, la partie frauduleuse suppose que la victime n'engagera pas de poursuite judiciaire en raison des liens familiaux. Ils utilisent la manipulation émotionnelle et la culpabilité pour éviter d'avoir à rendre des comptes. J'ai également retenu les services de Sandra Kim, une comptable judiciaire spécialisée dans la recherche d'actifs cachés et la découverte d'irrégularités financières. Sandra avait travaillé sur plusieurs affaires de détournement de fonds très médiatisées et avait la réputation de trouver de l'argent que les gens pensaient avoir caché avec succès. D'après ce que vous avez décrit, votre sœur s'est probablement livrée à un vol systématique de capitaux propres, a expliqué Sandra lors de notre consultation. Nous devrons retracer chaque prêt, chaque demande de crédit et chaque transaction financière liée à la propriété. Nous voudrons également examiner ses habitudes de dépenses personnelles pour voir où l'argent emprunté est réellement allé. L'enquête a duré 3 semaines et m'a coûté $2000, mais les résultats ont été absolument dévastateurs. Les recherches de fonds de Jason ont révélé qu'Amanda dirigeait ce qui s'apparentait à une opération de fraude financière à petite échelle depuis plus de 3 ans. Les prêts immobiliers que j'avais déjà découverts n'étaient que la pointe de l'iceberg. L'analyse judiciaire de Sandra a découvert 6 cartes de crédit supplémentaires qui avaient été ouvertes en utilisant la maison familiale comme preuve d'actifs et de stabilité des revenus. Amanda avait apparemment prétendu être travailleuse indépendante en gestion immobilière, se déclarant un revenu annuel de $60 000 grâce à des conseils en immobilier résidentiel. Chaque carte de crédit avait été utilisée jusqu'à sa limite maximale en quelques mois, avec des achats allant de vêtements de luxe et de bijoux à des appareils électroniques coûteux et des forfaits vacances. Mais la découverte la plus choquante concernait les revenus locatifs qu'Amanda percevait à mon insu. L'enquête de Jason a révélé qu'elle louait le sous-sol et le garage à des étudiants du collège communautaire voisin, percevant $800 par mois en espèces depuis 2 ans. Elle avait créé des entrées séparées pour maintenir l'illusion qu'elle vivait seule tout en profitant secrètement d'une propriété qui était à moitié la mienne. L'arrangement locatif expliquait pourquoi les publications d'Amanda sur les réseaux sociaux ne montraient jamais les zones du sous-sol ou du garage, et pourquoi elle avait été si insistante sur la rénovation du sous-sol. Elle avait besoin d'expulser ses locataires actuels et de moderniser l'espace pour justifier des loyers plus élevés, mais elle avait besoin de mon argent pour financer les améliorations qui augmenteraient ses revenus locatifs illégaux. Jason a également découvert qu'Amanda interceptait le courrier qui m'était adressé à la propriété familiale depuis plus de 4 ans. Elle avait apparemment établi un schéma consistant à récupérer le courrier pendant la journée, puis à le trier pour déterminer ce qu'elle voulait que je voie et ce qu'elle préférait gérer elle-même. Des documents importants de l'évaluateur du comté, de la société de prêt hypothécaire et de diverses institutions financières avaient été détournés à son attention personnelle, lui donnant l'occasion de falsifier des signatures et de prendre des décisions financières sans ma connaissance ni mon consentement. La signature falsifiée sur le contrat de rénovation n'était que l'exemple le plus récent d'un schéma systématique de vol d'identité. L'analyse de Sandra a révélé au moins 8 autres documents portant des signatures étrangement similaires, notamment des demandes de prêt, des déclarations de sinistres et même un recours en matière d'impôt foncier qui avait réduit notre charge fiscale annuelle tout en augmentant la marge bénéficiaire d'Amanda sur les revenus locatifs illégaux. Mais la découverte peut-être la plus exaspérante était la situation financière réelle d'Amanda. Malgré des années à emprunter de l'argent et à percevoir des revenus locatifs, elle faisait maintenant face à de graves conséquences financières qu'elle avait désespérément essayé de cacher à la famille. Le prêt sur salaire était en défaut,
avec des frais d'intérêt qui avaient fait grimper le solde à près de 18 000 $. 2 des cartes de crédit étaient poursuivies par des agences de recouvrement, et la banque qui avait émis le plus gros prêt immobilier commençait une procédure de saisie. Le chômage d'Amanda n'était pas un revers temporaire ou de la malchance. C'était un choix de vie délibéré qu'elle avait financé par une fraude et une tromperie systématique. Elle vivait comme une personne riche tout en accumulant des dettes massives garanties par une propriété qui nous appartenait à tous les deux. Lorsque la procédure de saisie se terminerait, je perdrais mon héritage pour payer les choix de vie frauduleux d'Amanda. La rénovation de 94 000 $ n'était pas un projet d'amélioration de l'habitat. C'était une tentative désespérée d'augmenter suffisamment la valeur de la propriété pour refinancer toutes ses dettes existantes et recommencer le cycle. Elle avait besoin de mes 47 000 $, non pas pour payer des entrepreneurs, mais pour satisfaire des créanciers qui menaçaient d'une action en justice. La rénovation était la dernière chance d'Amanda de maintenir son château de cartes avant que tout ne s'effondre. L'enquête de Sandra a également révélé la source du financement de la célébration de Noël d'Amanda. 2 semaines seulement avant les fêtes, elle avait pris une avance de fonds sur l'une de ses rares cartes de crédit restantes, retirant 4 000 $ pour payer les décorations, la nourriture de traiteur et les cadeaux pour les membres de la famille. Elle empruntait littéralement de l'argent pour maintenir l'apparence de la stabilité financière alors que toute son opération frauduleuse s'effondrait. Mais Jason a découvert un détail crucial de plus qui allait tout changer. Lors de sa surveillance de la propriété, il avait remarqué une activité inhabituelle le 23 décembre, la veille de Noël. Plusieurs voitures, avec des plaques d'immatriculation d'autres États, avaient visité la maison, restant pendant des périodes de 30 à 45 minutes. En vérifiant les numéros de plaques, il a découvert qu'elles appartenaient à des investisseurs immobiliers et des promoteurs de Columbus et Cincinnati. Amanda ne se contentait pas d'organiser une fête de Noël pour m'exclure et manipuler la famille. Elle montrait secrètement la maison à des acheteurs potentiels, prévoyant de vendre la propriété sans ma connaissance ni mon consentement. Le rassemblement de vacances était une couverture pour mener des affaires immobilières, et les décorations sophistiquées et la nourriture de traiteur étaient des éléments de mise en scène conçus pour impressionner les acheteurs potentiels. Tout a soudainement pris son sens. Sa chronologie s'effondrait, et elle avait besoin de vendre la maison rapidement pour éviter la saisie et les accusations de fraude criminelle. Elle avait prévu de m'exclure de Noël, de finaliser la vente pendant la période des fêtes, où j'aurais moins de chances de découvrir ce qui se passait, puis de me présenter un fait accompli et un chèque pour ma part des bénéfices, moins toutes ces dettes frauduleuses. La célébration de Noël en famille était en fait une visite immobilière déguisée en fête de fin d'année, et Amanda prévoyait de voler mon héritage pour couvrir ses propres crimes financiers. La veille de Noël est arrivée avec le genre de froid glacial de décembre qui donnait à Cleveland des allures de bout du monde. J'ai passé la matinée dans mon appartement à regarder la neige s'accumuler sur mon balcon, tandis que le compte Instagram d'Amanda explosait de contenu de vacances soigneusement orchestré, conçu pour mettre en valeur son parfait rassemblement familial et mon absence flagrante. Le premier post est apparu à 9h30 du matin, une photo d'une table de salle à manger richement décorée avec des couverts d'aspect professionnel, des centres de table de Noël coûteux et ce qui semblait être des arrangements de plats de traiteur. La magie de Noël opère à la maison familiale. Tellement reconnaissante pour tous ceux qui comprennent ce qui compte vraiment. L'amour, l'unité et la création de beaux souvenirs avec les gens qui choisissent d'être ici. La pique passive-agressive était suffisamment subtile pour maintenir une dénégation plausible tout en indiquant clairement que mon absence était un choix personnel plutôt que sa décision de m'exclure. Les commentaires ont afflué de la part de membres de la famille élargie exprimant leur enthousiasme pour le rassemblement et louant Amanda pour avoir maintenu les traditions familiales en vie. À midi, elle avait publié une série de stories Instagram montrant divers parents arrivant à la maison, chacun portant des cadeaux et arborant des sourires forcés pour les efforts de documentation d'Amanda. J'ai reconnu ma tante Suzanne du Michigan, mon oncle Dave et sa femme Carole de Toledo, et plusieurs cousins que je n'avais pas vus depuis les funérailles de papa. Tout le monde semblait bien habillé et prêt pour un après-midi de célébration des fêtes, complètement inconscient qu'il servait d'accessoires involontaires dans le plan marketing immobilier d'Amanda. Mais le post le plus douloureux est arrivé à 13h15, avec une photo qui m'a serré l'estomac d'une émotion inattendue. Amanda avait invité Sarah Martinez, mon ex-petite amie de l'université, la positionnant bien en vue sur une photo de groupe de « La famille et la famille choisie célébrant l'amour et la loyauté ». Sarah et moi étions sortis ensemble pendant 3 ans et nous nous étions séparés à l'amiable quand j'ai pris mon poste d'ingénieur à Cleveland et qu'elle a accepté un poste d'enseignante à Columbus. Nous étions restés en contact amical via les réseaux sociaux, mais je ne l'avais pas vue en personne depuis plus de 2 ans.
Amanda savait exactement ce qu'elle faisait en invitant Sarah. Elle démontrait que même mon ex-petite amie méritait une place à la table familiale plus que moi, tout en créant l'impression visuelle que Sarah me remplaçait d'une manière ou d'une autre dans la dynamique familiale. La photo montrait Sarah riant et engageant chaleureusement la conversation avec maman et d'autres parents, l'air à l'aise et bienvenue dans la maison de mon enfance pendant que je passais la veille de Noël seul dans mon appartement. Les commentaires sur ce post particulier étaient particulièrement brutaux. Sarah s'intègre parfaitement à la famille. Certaines personnes apprécient ce qu'elles ont, d'autres non. Tellement agréable de voir des liens authentiques avec des gens qui se soucient vraiment les uns des autres. Mais en parcourant plus attentivement les publications d'Amanda, j'ai commencé à remarquer des détails qui confirmaient les découvertes de la surveillance de Jason. À l'arrière-plan de plusieurs photos, je pouvais voir des couples d'âge mûr inconnus, habillés de manière plus formelle que pour un rassemblement familial typique. Ils semblaient examiner la maison elle-même plutôt que de participer aux conversations de vacances, évaluant les améliorations de cuisine qu'Amanda avait prévues, mesurant les espaces du regard et prenant leurs propres photos discrètes. Une story Instagram a capturé par inadvertance un homme en costume d'affaires examinant l'entrée du sous-sol pendant que des membres de la famille se rassemblaient autour du sapin de Noël dans le salon. Une autre montrait une femme en tenue immobilière coûteuse prenant des notes sur son téléphone tout en se tenant près des zones rénovées qu'Amanda avait mises en valeur en ligne. Plusieurs des publications de la célébration familiale présentaient des angles de caméra stratégiques qui mettaient en valeur des zones spécifiques de la maison plutôt que de se concentrer sur les personnes ou les activités de vacances. Amanda menait essentiellement une séance photo immobilière déguisée en documentation familiale, créant du matériel marketing qui démontrait le potentiel de la propriété tout en utilisant nos parents comme élément de mise en scène pour créer de la chaleur et une impression d'habitabilité. À 14h30, j'ai remarqué ma Honda Civic à l'arrière-plan d'une des stories Instagram d'Amanda. Elle m'avait emprunté ma voiture il y a 6 semaines, prétendant qu'elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour une série d'entretiens d'embauche. Quand j'avais demandé qu'elle me la rende, elle avait retardé et trouvé des excuses, disant qu'elle l'utilisait encore pour des réunions importantes et qu'elle me la rendrait bientôt. Maintenant, je réalisais que ces réunions étaient probablement des consultations avec des agents immobiliers, des créanciers et des acheteurs potentiels, toutes menées en utilisant mon véhicule pendant qu'elle prévoyait de voler mon héritage. La voiture représentait l'occasion parfaite pour ma contre-attaque. Amanda avait diffusé son emplacement à des centaines de followers sur les réseaux sociaux, démontrant qu'elle utilisait ma propriété sans permission tout en m'excluant simultanément des rassemblements familiaux. Ses propres publications serviraient de preuve à la fois de son vol et de son comportement vindicatif. J'ai appelé Best Choice Towing, une entreprise que j'avais utilisée une fois auparavant lorsque quelqu'un avait bloqué ma place de parking d'appartement. J'ai besoin de récupérer mon véhicule de quelqu'un qui l'utilise sans permission, ai-je expliqué au répartiteur. J'ai des documents prouvant la propriété et je sais exactement où il se trouve. Pas de problème, monsieur. Nous pouvons avoir une dépanneuse sur place dans les 30 minutes. Vous devrez fournir une preuve de propriété et payer les frais de remorquage, mais nous gérons ces situations tout le temps. J'ai rassemblé ma carte grise, mes documents d'assurance et ma clé de rechange, puis j'ai conduit ma voiture de location jusqu'à un endroit où je pouvais surveiller la rue d'Amanda sans être évident. Jason m'avait appris l'importance de la documentation, alors j'ai configuré mon téléphone pour enregistrer tout ce qui allait se dérouler. À 15h45 précise, j'ai posté mon commentaire sur la story Instagram la plus récente d'Amanda, sympa. PS, la voiture dans ton allée, c'est la mienne. La dépanneuse est en route. Puis je me suis assis et j'ai attendu que le spectacle commence. La dépanneuse est arrivée à 15h52 précise, grondant dans la rue de banlieue tranquille d'Amanda comme un héros mécanique de la justice. J'ai observé depuis ma position à 2 rues de là le chauffeur, un homme trapu en bleu de travail et gilet de sécurité réfléchissant, descendre et commencer à examiner ma Honda Civic. Il a vérifié la plaque d'immatriculation par rapport à ses papiers, puis a commencé à positionner le camion pour un accès optimal à ma voiture. La maison d'Amanda a explosé dans le chaos en quelques minutes. À travers la caméra de mon téléphone, je pouvais voir les membres de la famille se précipiter aux fenêtres du devant, pointant du doigt la dépanneuse et gesticulant frénétiquement. Quelqu'un à l'intérieur a dû voir mon commentaire Instagram car soudain, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement et Amanda est sortie en courant dans sa robe de Noël coûteuse et ses chaussures à talons hauts, se déplaçant plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années. Attendez, attendez. Vous ne pouvez pas remorquer cette voiture, a-t-elle crié au chauffeur, qui a calmement continué à préparer son équipement. C'est la voiture de mon frère et il a dit que je pouvais l'utiliser.
Le chauffeur de la dépanneuse a levé les yeux de son travail. Madame, j'ai un ordre de travail du propriétaire du véhicule demandant la récupération de son bien. Si vous avez des documents montrant que vous êtes autorisé à utiliser ce véhicule, je dois les voir maintenant. La voix d'Amanda est montée à un ton qui a probablement dérangé les chiens à trois pâtés de maison. C'est ridicule. Il est juste méchant parce que nous avons eu un désaccord familial. C'est la veille de Noël, pour l'amour du ciel. À présent, tout le rassemblement de Noël s'était déversé sur la pelouse avant. Maman est apparue à la porte, vêtue de sa plus belle robe de fête, l'air confus et embarrassé. Tante Suzanne et oncle Dave se tenaient sur le porche, visiblement mal à l'aise avec la scène publique qui se déroulait sous leurs yeux. Plusieurs cousins avaient sorti leur téléphone, enregistrant la crise de nerfs d'Amanda pour leur propre documentation sur les réseaux sociaux. Mais surtout, les étrangers bien habillés que j'avais repérés sur les photos d'Amanda regardaient également depuis le bord de la propriété. Un couple d'âge mûr en tenue d'affaires se tenait près d'un SUV Lexus noir, clairement des professionnels de l'immobilier qui étaient venus voir la maison et se retrouvaient témoins d'une crise familiale à la place. Une deuxième acheteuse potentielle, une femme d'une cinquantaine d'années portant un manteau de laine coûteux, retournait déjà vers sa Mercedes, visiblement mal à l'aise avec le drame domestique. « C'est absolument humiliant », ai-je entendu l'un des agents immobiliers dire à son compagnon. « Nous devrions revenir une autre fois, quand ils auront résolu leurs problèmes familiaux. » Amanda a remarqué que les acheteurs potentiels partaient et sa panique s'est intensifiée. « Non, attendez. Ça n'a rien à voir avec la maison. Mon frère fait juste une sorte de crise de nerfs à cause de désaccords familiaux. La propriété est toujours disponible. » Le chauffeur de la dépanneuse avait fini de sécuriser ma voiture et se préparait à partir. Amanda a couru après le camion avec ses talons hauts, s'agrippant même au panneau latéral et hurlant à propos de droits de propriété et d'urgence familiale. Le chauffeur s'est arrêté et a baissé sa vitre. « Madame, si vous ne vous éloignez pas du véhicule, je vais devoir appeler la police. C'est une récupération légale de biens volés et l'interférence avec un opérateur de dépanneuse est une infraction pénale dans cet état. » Bien volé ? Volé ? Cette voiture appartient à mon frère égoïste et vindicatif qui essaie de gâcher Noël parce qu'il ne veut pas aider la famille. Le chauffeur est resté complètement professionnel. D'après mes papiers, le propriétaire du véhicule l'a signalé manquant après plusieurs tentatives pour le récupérer par communication personnelle. Si vous avez un litige juridique concernant la voiture, vous devrez le résoudre devant les tribunaux ou directement avec le propriétaire. Alors que ma Honda disparaissait au bout de la rue sur le plateau de la dépanneuse, le rassemblement de Noël d'Amanda s'est complètement désintégré. Les acheteurs potentiels restants sont partis immédiatement, clairement mal à l'aise avec le litige immobilier dont ils avaient été témoins. Les membres de la famille élargie ont commencé à trouver des excuses maladroites sur le besoin de rentrer avant la nuit ou d'avoir d'autres engagements pour les fêtes. Maman a essayé de sauver la situation en invitant tout le monde à rentrer pour le dessert et le café, mais l'ambiance avait été irrémédiablement endommagée. À travers les fenêtres du devant, je pouvais voir les gens rassembler leurs manteaux et leurs cadeaux, visiblement pressés d'échapper à la scène embarrassante. Mais Amanda n'avait pas terminé. Elle a sorti son téléphone et m'a appelé directement, sa voix un mélange de rage et de désespoir qui a probablement été enregistré par des sismographes. « Karl, qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ? Tu viens de m'humilier devant toute la famille. La veille de Noël. Comment peux-tu être aussi vindicatif et cruel ? J'ai repris ma voiture que tu utilises sans permission depuis 6 semaines, ai-je répondu calmement. La même voiture que tu as conduite pour tes rendez-vous immobiliers pendant que tu prévoyais de vendre notre maison sans mon consentement. Il y a eu un moment de silence stupéfait. De quoi parles-tu ? Je ne vends rien. Amanda. Je suis au courant de la procédure de saisie. Je suis au courant de tous les prêts que tu as contractés contre la maison. Je suis au courant des locataires du sous-sol que tu cachais. Je suis au courant des signatures falsifiées sur les documents financiers. Et je sais que le rassemblement de Noël d'aujourd'hui était en fait une couverture pour montrer la maison à des acheteurs potentiels. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Amanda a de nouveau parlé, sa voix avait changé, passant de la colère au calcul. Je ne sais pas quel mensonge les gens t'ont raconté, mais tu te trompes complètement sur tout. Je m'occupe de notre propriété familiale depuis 5 ans pendant que tu n'as rien contribué. S'il y a des problèmes financiers, c'est parce que j'ai eu du mal à entretenir une maison que tu devrais aider à soutenir. Les revenus locatifs du sous-sol seul ont été de $800 par mois pendant 2 ans, Amanda.
C'est plus de 19 000 $ que tu as perçus d'une propriété qui est à moitié la mienne, sans compter tout le capital que tu as volé par des demandes de prêts frauduleuses. Cette fois, le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Quand elle a finalement répondu, son ton avait de nouveau changé, devenant enjôleur et manipulateur. Karl, je pense que tu es confus sur certaines choses et peut-être devrions-nous nous asseoir après les vacances pour éclaircir tout malentendu. Mais pour l'instant, tu as gâché Noël pour toute notre famille. Maman pleure, tout le monde est contrarié, et tu t'es fait passer pour un monstre complet pour une voiture que je t'aurais rendue de toute façon. Je suis sûr que tu me l'aurais rendue, juste après avoir fini de vendre la maison et disparu avec ma moitié des bénéfices. La ligne est devenue silencieuse. Je me suis rendu au dépôt de la société de remorquage pour récupérer ma voiture, me sentant à la fois vengé et émotionnellement vidé. Le chauffeur de la dépanneuse, dont le badge indiquait Miguel, finissait la paperasse à mon arrivée. Les conflits familiaux sont les pires, dit-il en secouant la tête. Je fais ce métier depuis 12 ans et j'ai vu toutes les folies imaginables. Mais quand les membres d'une même famille commencent à se voler les uns les autres, ça devient vraiment très moche. Alors que je signais les formulaires de main levée, Miguel a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. Vous savez, je me souviens de cette adresse d'il y a quelques mois. La même dame nous a appelés pour remorquer une camionnette qui appartenait à des entrepreneurs qui travaillaient sur sa maison. Elle a prétendu qu'ils l'avaient abandonnée dans son allée, mais quand nous sommes arrivés, les entrepreneurs travaillaient encore. Ils ont dit qu'elle essayait d'éviter de les payer pour un travail qu'ils avaient déjà terminé. La dernière pièce du puzzle du comportement d'Amanda s'est mise en place. Elle utilisait les sociétés de remorquage comme des armes contre quiconque menaçait son mode de vie frauduleux. Entrepreneurs, créanciers, probablement même d'anciens locataires qui avaient posé trop de questions sur la légalité de son opération de location de sous-sol. J'étais juste la dernière victime d'une longue lignée de personnes qu'Amanda avait essayé de manipuler et d'escroquer. La semaine entre Noël et le Nouvel An a apporté une cascade de révélations qui ont transformé ma compréhension de la vraie nature d'Amanda et de l'ampleur de ses crimes financiers. Ce qui avait commencé comme indifférent sur les coûts de rénovation de la maison avait évolué en quelque chose qui pourrait potentiellement envoyer ma sœur en prison fédérale. Le 28 décembre, j'ai reçu une livraison de courrier prioritaire contenant les résultats complets de l'enquête comptable judiciaire de Sandra Kim. Le rapport de 18 pages détaillait des irrégularités financières qui allaient bien au-delà de la simple fraude immobilière. Amanda avait mené ce que le rapport décrivait comme un schéma systématique de vol d'identité, de fraude postale et de manipulation d'actifs s'étendant sur plusieurs années et impliquant de nombreuses institutions financières. L'opération de location du sous-sol constituait à elle seule plusieurs crimes graves. Amanda avait perçu des paiements en espèces d'étudiants tout en ne déclarant aucun revenu locatif à l'internal revenu service, se soustrayant ainsi à ses obligations fiscales fédérales et étatiques. Elle avait également exigé des locataires de payer des frais supplémentaires pour les services publics, le stationnement et l'entretien de la propriété qui n'étaient jamais réellement fournis, menant essentiellement une opération d'extorsion à petite échelle ciblant des jeunes adultes vulnérables ayant besoin d'un logement abordable. Mais l'interception du courrier était peut-être la violation la plus grave. L'enquête de Sandra avait mis au jour des preuves qu'Amanda avait systématiquement détourné ma correspondance pendant plus de 4 ans, non seulement pour cacher ses propres activités financières, mais pour se faire passer activement pour moi dans les communications avec les créanciers, les agences gouvernementales et les fournisseurs de services. Elle avait apparemment utilisé le courrier intercepté pour recueillir les informations personnelles nécessaires au vol d'identité, puis détruit les preuves pour couvrir ses traces. L'analyse judiciaire a révélé au moins 14 cas distincts où Amanda avait falsifié ma signature sur des documents allant des recours en matière d'impôts fonciers aux déclarations de sinistres en passant par les demandes de prêt. Dans plusieurs cas, elle avait même augmenté la couverture ou les prestations en prétendant que les deux propriétaires vivaient à plein temps dans la maison, puis empoché les paiements supplémentaires tout en me laissant légalement responsable de toute réclamation ou obligation. Le plus troublant de tout, Amanda avait intercepté et répondu à la correspondance officielle de l'évaluateur du comté, de la société de prêt hypothécaire et même de l'administration de la sécurité sociale. Elle avait déposé des déclarations de revenus frauduleuses en me déclarant comme personne à charge tout en utilisant simultanément mon identité pour obtenir des crédits et des prêts dont je ne savais rien. Le rapport estimait que ces divers stratagèmes avaient généré plus de 200 000 $ de revenus illégaux et d'avantages financiers au cours des 4 dernières années. Jason Torres m'a appelé le 29 décembre avec des informations supplémentaires qui m'ont glacé le sang. Son enquête avait découvert des liens entre Amanda et un réseau d'autres individus impliqués dans des stratagèmes de fraude immobilière similaires. Apparemment, elle travaillait avec un courtier en hypothèque nommé Derek Patterson,
spécialisée dans l'aide aux clients pour obtenir des prêts en utilisant des documents douteux et des valeurs immobilières gonflées. Votre sœur n'opérait pas seule, a expliqué Jason lors de notre conversation téléphonique. Patterson dirige ce qui s'apparente à une usine à prêts frauduleux, aidant les gens à extraire des capitaux de propriétés héritées par le biais de fausses rénovations, de signatures falsifiées et de documents de revenus falsifiés. Le FBI enquête sur ce réseau depuis plus d'1 an, et les activités de votre sœur correspondent parfaitement au schéma. L'opération de Patterson consistait à recruter des personnes qui avaient hérité de biens immobiliers mais qui ne les géraient pas activement, puis à les aider à créer des stratagèmes élaborés pour extraire un maximum de capitaux par des moyens frauduleux. Amanda avait apparemment été référée à Patterson par des relations qu'elle avait nouées au cours de sa brève carrière dans l'immobilier, et il lui avait fourni des modèles, de la documentation et même un coaching sur la façon de falsifier des signatures et de manipuler des dossiers financiers. Le contrat de rénovation de 94 000 $ n'était pas seulement une tentative d'obtenir mon argent. Il faisait partie d'un stratagème plus vaste visant à gonfler artificiellement la valeur de la propriété, puis à obtenir des prêts supplémentaires sur la base des prétendues améliorations. L'entreprise de Patterson aurait effectué un travail réel minimal tout en documentant des rénovations importantes, créant de fausses photos avant et après et générant de faux reçus qui pourraient être utilisés pour justifier une augmentation de la valeur de la propriété et une capacité d'emprunt supplémentaire. Mais l'enquête de Jason avait également révélé quelque chose qui rendait ma situation encore plus précaire. Le FBI menait une surveillance sur l'opération de Derek Patterson depuis plusieurs mois, et ils avaient des dossiers détaillés des communications d'Amanda avec son entreprise. Mon nom apparaissait dans plusieurs documents en tant que co-conspirateur dans le stratagème de fraude à la rénovation, basé entièrement sur les signatures falsifiées et les communications frauduleuses qu'Amanda avait créées. La bonne nouvelle, c'est que votre action rapide en refusant de participer et votre décision d'engager des enquêteurs vous ont probablement évité une responsabilité pénale grave, m'a dit Jason. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez avoir besoin d'un avocat immédiatement car l'enquête fédérale avance rapidement et vous serez probablement contacté par les forces de l'ordre dans les prochaines semaines. J'ai retenu les services de Barbara Chen, une avocate pénaliste spécialisée dans les cas de fraude financière et ayant de l'expérience dans la représentation des victimes de vol d'identité. L'examen préliminaire de ma documentation par Barbara a confirmé que j'étais susceptible d'être traité comme une victime plutôt qu'un conspirateur, mais elle m'a averti que les enquêtes fédérales pouvaient être imprévisibles et longues. Votre sœur a utilisé votre identité de manière si intensive qu'il faudra un effort considérable pour démêler vos finances des siennes, a expliqué Barbara lors de notre consultation. Le fait que vous ayez engagé des enquêteurs de manière proactive et documenté ces activités frauduleuses joue fortement en votre faveur, mais vous devez vous préparer à une longue procédure judiciaire. Pendant ce temps, l'humiliation de la veille de Noël d'Amanda avait déclenché un effondrement complet de sa persona soigneusement construite sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram, qui mettait auparavant en valeur un style de vie de luxe et de loisirs, présentait maintenant des publications de plus en plus désespérées sur la trahison familiale et de fausses accusations qui la faisaient paraître paranoïaque et instable. Le 30 décembre, elle a publié un long essai de 3000 mots sur Facebook intitulé « Quand la famille choisit l'argent plutôt que l'amour », qui détaillait sa version de notre conflit tout en avouant par inadvertance plusieurs des irrégularités financières que j'avais découvertes. Elle a prétendu que tout l'argent qu'elle avait emprunté contre la maison était nécessaire pour l'entretien et les améliorations que Carl aurait dû aider à financer depuis le début. Elle a admis percevoir des revenus locatifs mais les a qualifiés de « frais de gardiennage » d'amis qui séjournaient occasionnellement. Elle a reconnu avoir intercepté mon courrier mais l'a décrit comme « aidant mon frère occupé à gérer sa correspondance pendant qu'il se concentrait sur sa carrière ». Le post a reçu des dizaines de commentaires d'amis et de parents, mais le ton était sensiblement différent de son soutien antérieur sur les réseaux sociaux. Les gens posaient des questions pointues sur les détails de nos arrangements immobiliers, la légalité de ces activités locatives et le bien fondé de prendre des décisions financières sans consulter un copropriétaire. Plusieurs commentaires provenaient de membres de la famille qui avaient assisté au rassemblement de Noël et étaient clairement troublés par ce dont ils avaient été témoins. Maman m'a appelé le soir du Nouvel An, la voix tremblante et incertaine d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Carl, j'ai besoin de te poser des questions sur certaines choses qu'Amanda m'a dites, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, maman. Que veux-tu savoir? Amanda a-t-elle vraiment falsifié ta signature sur des documents légaux? T'a-t-elle volé de l'argent? La police va-t-elle l'arrêter? J'ai passé 45 minutes à expliquer à maman les preuves que j'avais rassemblées, expliquant les stratagèmes d'Amanda en des termes qui ne détruiraient pas complètement son image de sa fille tout en indiquant clairement que des crimes graves avaient été commis. À la fin de la conversation, maman pleurait.
Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, dit-elle à travers ses larmes. Je pensais qu'Amanda remettait enfin sa vie en ordre. Je pensais qu'elle prenait ses responsabilités pour la propriété familiale. Comment ai-je pu passer à côté de tout ça? Amanda est très douée pour la manipulation et la tromperie, maman. Elle a des années de pratique et elle a spécifiquement ciblé les personnes qui l'aiment et veulent voir le meilleur en elle. Ce n'est pas ta faute. Mais je pouvais entendre dans la voix de maman qu'elle commençait à comprendre toute l'ampleur de la trahison d'Amanda, non seulement envers moi, mais envers toute la famille. L'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal avait systématiquement menti et volé à tous ceux qui se souciaient d'elle. La phase suivante de ce cauchemar était sur le point de commencer. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma nouvelle maison, regardant le soleil du matin entrer à flot par les fenêtres qui donnaient sur un petit jardin bien entretenu où mon golden retriever adopté, Murphy, enquêtait sur des odeurs intéressantes près de la clôture. La maison de plein pied de 3 chambres dans une banlieue tranquille de Cleveland m'avait coûté 275 000 $, financé par des moyens conventionnels avec mon propre crédit et un acompte provenant de la vente de la maison de mon enfance. Amanda avait accepté de plaider coupable des accusations fédérales de fraude postale, de vol d'identité et d'évasion fiscale en échange d'une peine de 18 mois de probation, de 600 heures de travaux d'intérêt général et de la restitution complète de l'argent qu'elle avait volé. L'accord de plaidoyer lui a permis d'éviter la prison fédérale, mais l'a obligé à rembourser plus de 180 000 $ en prêts frauduleux, revenus locatifs volés et pénalités fiscales. La maison s'était finalement vendue 412 000 $ après qu'Amanda ait été forcée d'expulser ses locataires du sous-sol et de réaliser des réparations minimales pour mettre la propriété aux normes légales de vente. Après avoir remboursé toutes les dettes légitimes, résolu les prêts frauduleux et couvert les frais de justice, j'ai reçu suffisamment d'argent pour acheter ma propre maison sans emprunt et avoir encore un fonds d'urgence substantiel. Amanda vivait maintenant dans un modeste appartement d'une chambre à l'autre bout de la ville, travaillant 40 heures par semaine comme caissière dans un grand magasin de détail et assistant à des séances de conseils financiers obligatoires tous les samedis matins. Son compte Instagram avait été supprimé, ses biens de luxe avaient été vendus pour payer la restitution, et elle avait troqué ses vêtements de marque contre les polos et les khakis uniformes exigés par son employeur. Le développement le plus surprenant avait été la transformation progressive d'Amanda, passant de manipulatrice pleine de droits à quelqu'un qui semblait sincèrement engagé à comprendre et à changer son comportement. L'exigence de services communautaires l'avait placée dans un programme qui aidait les familles à faible revenu avec des réparations domiciliaires de base, lui apprenant de véritables compétences en construction tout en la forçant à affronter la réalité des gens qui luttaient financièrement sans que ce soit de leur faute. 3 mois après la conclusion de la procédure judiciaire, Amanda m'avait appelé pour s'excuser. Pas les excuses manipulatrices et pleines d'excuses que j'attendais, mais une reconnaissance sincère de la douleur qu'elle avait causée et de la confiance qu'elle avait détruite. Je sais que dire pardon ne répare rien, avait-elle dit lors de cette conversation téléphonique difficile. Je sais que je t'ai volé, que je t'ai menti et que j'ai essayé de détruire tes relations avec notre famille. Je sais que j'ai passé des années à te traiter comme un distributeur automatique de billets tout en jouant la victime chaque fois que tu ne me donnais pas ce que je voulais. J'avais écouté sans interrompre, entendant quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Un remords sincère plutôt que de l'apitoiement sur soi-même. Les séances de conseil m'ont aidé à comprendre que j'étais accro à vivre au-dessus de mes moyens et à utiliser les autres pour financer un style de vie que je n'avais pas mérité, avait-elle poursuivi. Je me suis convaincu que je méritais ces choses parce que la vie avait été injuste avec moi, mais en réalité, je ne faisais que voler les gens qui m'aimaient parce que je pensais que je pouvais m'en tirer. La conversation avait duré plus d'1 heure, couvrant des années de ressentiment, de manipulation et de dysfonctionnement familial qui avaient culminé en accusations de fraude criminelle. Amanda avait reconnu que ses problèmes avaient commencé bien avant la mort de papa, enracinés dans des schémas d'enfance où elle avait appris à utiliser la manipulation émotionnelle pour éviter les conséquences et obtenir ce qu'elle voulait. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu me fasses de nouveau confiance, avait-elle dit vers la fin de l'appel. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de devenir le genre de personne qui mérite de faire partie d'une famille. Notre relation est restée distante mais respectueuse. Je reçois occasionnellement des messages textes m'informant de ses progrès dans le programme de conseil financier ou partageant de petites réussites de son travail de détail. Elle avait apparemment été promue directrice adjointe après avoir fait preuve de fiabilité et d'une forte éthique de travail, des qualités qui étaient totalement absentes pendant ses années de vie frauduleuse. Maman avait lutté contre la dépression et l'anxiété suite aux révélations sur les activités criminelles d'Amanda.
Mais elle avait finalement commencé à assister à ses propres séances de thérapie pour traiter la culpabilité et la confusion d'apprendre que son enfant préféré avait systématiquement trompé tout le monde pendant des années. Elle s'était excusée auprès de moi à plusieurs reprises pour avoir permis le comportement d'Amanda et pour m'avoir fait pression pour que je soutienne des stratagèmes qui étaient fondamentalement frauduleux. Je voulais tellement croire qu'Amanda prenait enfin sa vie en main, avait expliqué maman lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. J'ai ignoré des signes avant-coureurs évidents parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur son caractère. J'ai échoué avec vous deux en ne voyant pas ce qui se passait réellement. La famille élargie avait progressivement compris que la crise de nerfs de la veille de Noël d'Amanda avait été le point culminant d'années de fraude financière plutôt qu'un simple désaccord fraternel sur l'argent. La plupart des parents avaient été horrifiés d'apprendre qu'ils avaient participé involontairement à du contenu de médias sociaux conçu pour faciliter la fraude immobilière, et plusieurs avaient fourni des déclarations aux enquêteurs fédéraux documentant le comportement trompeur d'Amanda lors des rassemblements familiaux. Derek Patterson, le courtier en hypothèque qui avait coaché les activités frauduleuses d'Amanda, a reçu une peine de 5 ans de prison fédérale et a été condamné à payer plus de 2 millions de dollars de dédommagement à diverses victimes. Son réseau de fraude au prêt avait finalement impliqué plus de 40 propriétés et plus de 300 000 dollars de prêts frauduleux, faisant du cas d'Amanda un simple exemple d'une entreprise criminelle beaucoup plus vaste. La leçon la plus précieuse que j'avais apprise était que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour des relations saines et l'intégrité personnelle. Pendant des années, j'avais permis le comportement trompeur d'Amanda en lui fournissant une aide financière et un soutien émotionnel sans exiger de compte ni de changement. Mon refus de payer pour sa fantaisie de rénovation avait en fait été la chose la plus gentille que j'aurais pu faire, à la fois pour moi-même et finalement pour elle. Les relations familiales ne concernent pas le soutien financier inconditionnel ou l'acceptation des abus au nom de la loyauté. La vraie famille signifie se tenir mutuellement responsables, soutenir la croissance authentique et le changement positif, et refuser de participer à des schémas destructeurs qui nuisent à tout le monde. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de cautionner ses pires impulsions et de le forcer à faire face aux conséquences de ses choix. En regardant Murphy poursuivre un écureuil dans le jardin, j'ai réalisé que ma vie était devenue exactement ce que j'avais toujours voulu, paisible, authentique et libre du drame constant et de la manipulation qui avait défini mes relations familiales pendant tant d'années. J'avais une maison qui m'appartenait entièrement, un travail qui me procurait à la fois la sécurité financière et la satisfaction personnelle, et des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la culpabilité et l'obligation. Amanda finirait par reconstruire sa vie sur une base de réussite authentique plutôt que de fraude et de manipulation, et ce processus la rendrait plus forte et plus résiliente qu'elle ne l'avait jamais été pendant ces années d'argent facile et de succès artificiel. Maman apprendrait à voir ses enfants comme les adultes complexes et imparfaits que nous étions réellement, plutôt que les versions idéalisées qu'elle avait créées dans son esprit. Et je continuerai à construire le genre de vie qui reflétait mes valeurs et mes priorités réelles, plutôt que de réagir constamment aux crises et aux exigences des autres. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui profitaient de votre générosité? Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à naviguer dans vos propres dynamiques familiales difficiles avec sagesse et courage.